qui est à la fois grand public et en même temps donc assez technique. Alors je vais essayer de vous présenter ça. C'est le chiffrement, les algorithmes de chiffrement. Je vais essayer de vous présenter ça d'une manière pas trop mathématique, parce que malheureusement, il y a des endroits où on va être obligé quand même de le faire un tout petit peu. On va rentrer dans un monde qui est absolument nécessaire. Pourquoi? Mais parce que aujourd'hui, la sécurité, nos manières de travailler font que nous sommes de plus en plus en but à la vindicte de gens qui ne nous veulent pas que du bien. Bon, je ne les citerai pas, vous avez vu ce qui s'est encore passé donc, ici en France hier. Et donc, tous les aspects sécuritaires, les aspects chiffrement, signature électronique, prennent une importance évidemment accrue. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne au TI ne peut faire l'impasse sur au moins comprendre ce que recouvre ce monde, disons, de la sécurité à travers donc, les algorithmes de chiffrement. On est obligé de comprendre un peu ce que c'est, parce que les développeurs doivent l'intégrer dans leur programme, les gens de la production, de l'exploitation doivent en tenir compte également dans leurs infrastructures donc, de machines, et donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Alors je vais vous le présenter à ma manière, à savoir en faisant quand même un tout petit retour en arrière, un peu historique, parce que c'est quelque chose quand même d'assez fascinant, ce dont je vais vous parler. Bien, alors, je vais donc partager, si vous voulez bien, mon écran maintenant. OK. Voilà, donc normalement, vous devez voir donc ma présentation. Bon. On va donc parler des algorithmes de chiffrement, ces inconnus au sens large. Au passage, je fais toujours un petit coucou à cet extraordinaire Alan Turing, britannique, maltraité par son pays, qui s'est suicidé alors qu'il avait quand même décrypté la machine Enigma. C'était pas rien. Hein. Et donc, il a été traité, je trouve que c'est probablement, à mon sens, l'un des plus grands mathématiciens depuis 200 ou 300 ans. Et je trouve que c'est triste, vraiment très triste, ce qui lui est arrivé. C'est vraiment quelqu'un de tout à fait génial. Alors, quel est donc le programme que nous allons suivre? Classique, hein, nous allons donc parler d'algorithmes de chiffrement, hein, donc tout ce que ça concerne, hein, ne pas confondre donc chiffrement avec codage. On fera un peu d'histoire. De quoi parle-t-on, hein, les termes qu'il faut connaître. Le chiffrement, c'est quoi exactement? C'est l'art en fait de se cacher ou de cacher quelque chose. On fera une évocation entre le chiffrement et les mathématiques, parce que malheureusement, c'est un métier, vous savez, de s'occuper donc de chiffrement. Et là, ce sont des gens qui sont des mathématiciens. Et des fois, évidemment, l'approche de ce qu'ils font n'est pas toujours très, très compréhensible pour le commun des mortels. On ne pas confondre non plus, on va parler de clés de chiffrement et de hash. Il ne faut pas confondre les deux, ça n'a rien à voir. Même s'ils sont parfois utilisés conjointement, en fait, ce sont deux notions qui ne sont pas les mêmes. On va regarder quelles sont les principales méthodes qui existent, alors symétrique, asymétrique et mixte, ou hybride, hein, de façon de le dire. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Hein. Il va falloir me suivre, parce qu'on va essayer d'expliquer les choses, mais il ne faut pas perdre le fil, sinon après, on aura quelques petits problèmes. On va regarder un exemple. Alors, j'ai pris volontairement un exemple un peu ancien, qui est celui de DES, qui est un algorithme qui remonte aux années 70, qui avait été créé donc, chez IBM à partir d'un projet qui s'appelait Lucifer. Non pas pour comprendre comment marche DES, j'aurais pu prendre RSA, j'aurais pu prendre AES ou d'autres, mais c'est pour montrer la complexité d'exécution d'un traitement de chiffrement. C'est quelque chose de complexe. C'est vraiment le résultat d'un algorithme très ébouriffé, inventé par des mathématiciens, de manière à pouvoir cacher quelque chose et, si possible, empêcher d'autres personnes de pouvoir décrypter. Je parle bien de chiffrement et de décryptage. Donc, on va parler de cela. Et je vais vous montrer également un autre aspect qui est intéressant, qui est celui du calcul des clés. Parce que quand on parle de chiffrement asymétrique, c'est celui qui est utilisé par les cartes bancaires avec l'algorithme donc RSA, eh bien, on a deux clés.
On dit que c'est un système donc asymétrique, une clé privée et une clé publique, et on va voir comment ces clés sont calculées. Et en fait, c'est un calcul qui n'est pas simple du tout, et ça me permettra de faire un petit détour sur une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années, le fait qu'une personne a démontré que l'algorithme qui est utilisé par les banques, et ensuite ça se passait en France, en fait était facile à casser, et il suffisait simplement d'avoir la possibilité de faire une factorisation donc d'un nombre. Alors on rappellera donc ce que c'est que la factorisation. Et donc il a démontré que c'était quelque chose qui était facile à casser, et pour le remercier, les banques l'ont traîné devant les tribunaux. Il a donc récupéré 10 mois de prison avec sursis. Merci donc pour le service qu'il a rendu donc aux banques. On va donc regarder donc ce calcul des clés, donc comment ça se fait. On va regarder un petit peu le panorama des algorithmes qui existent. Il n'y en a pas qu'un, il y en a très nombreux. Bon, je vous en montre quelques-uns parmi les plus connus. On va regarder plus précisément le problème des demandes de rançon, vous savez, le fameux ransomware. Pourquoi? Mais parce que malheureusement, les criminels utilisent des algorithmes qu'ils ont inventés eux-mêmes. J'ai souvent eu l'occasion de dire qu'il ne fallait pas se faire d'illusions sur la non-capacité de nos ennemis d'être des mathématiciens. Vous voyez, en fait, il y a des écoles aujourd'hui mathématiques dans ces pays, je pense à la Chine, et puis je pense à la Corée du Nord, ou je pense à la Russie, je cite les noms, hein, ils n'ont rien à apprendre en mathématiques. Or, tout est là. Construire un algorithme de chiffrement pour cacher quelque chose, ça nécessite d'être bon en mathématiques, ce qu'ils sont. Donc, évidemment, le problème du ransomware va s'amplifier maintenant, va s'amplifier dans la mesure où ils inventent des algorithmes qu'on ne connaît pas. Alors, pour se défendre contre quelque chose que vous ne connaissez pas, il faudra m'expliquer comment on fait. On va regarder donc, il existe des logiciels de chiffrement, et ça, c'est quelque chose bizarrement qui n'est pas très connu. En fait, on pourrait se protéger ad minimum hein, dans notre messagerie, quand on transfère des fichiers et qu'on voudrait un petit peu les protéger. Il y a des outils souvent gratuits qui permettent donc de faire des choses. Et disons, c'est une pratique qui n'est pas très, très utilisée. Et après ça, ce sont les mêmes qui vont se plaindre, bien entendu, du fait qu'il y a eu des pertes de données. On va parler également après de 2-3 petites choses qui sont un petit peu plus avant-garde. D'abord, le chiffrement quantique. Alors vous voyez, cette présentation d'aujourd'hui, elle fait appel, bien sûr, à vos souvenirs de mathématiques, mais également à vos souvenirs de physique, puisqu'on va parler donc d'ondes électromagnétiques, de polarisation des photons. On va parler de ces choses-là parce que pour expliquer ce qu'est un chiffrement quantique, d'ailleurs, le terme n'est pas très bien choisi parce qu'il faudrait mieux utiliser l'expression transfert de clés de chiffrement par des moyens quantiques. Ça, c'est vrai, mais c'est un peu long, donc on parlera plutôt de chiffrement quantique. Et puis on parlera aussi de chiffrement homomorphe. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous allez voir, c'est lié donc au cloud, c'est la possibilité donc de pouvoir exécuter des applications qui ont été des applications sur des données qui ont été chiffrées sur le cloud. Et donc on ne déchiffre pas avant de traiter. Ça s'appelle le chiffrement homomorphe, qui est un vieux rêve qui a été poursuivi par tous les mathématiciens de la planète, mais il semble aujourd'hui que IBM ait réussi à faire quelques progrès dans ce domaine qui laissent présager quand même des lendemains intéressants. Et puis je terminerai par quelques évolutions prévisibles post-quantiques, on va dire, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après. On sait aujourd'hui que si les machines quantiques arrivent à maturité, ce qui n'est pas certain, eh bien aucune clé, aucun algorithme de chiffrement ne pourra résister. Impossible. Donc il faut trouver autre chose. Et cette autre chose, il y a le NTIC américain, qui est donc un organisme qui est spécialisé dans la sécurité, a lancé un appel d'offres, c'était en 2016, pour trouver donc des algorithmes qui permettraient d'aller plus loin que ce que fait un chiffrement quantique. Et donc aujourd'hui, on commence à parler de chiffrement au treillis. C'est assez étonnant, mais pour l'instant, on n'en a pas encore. Bon, alors donc, on va parler de tout ça. D'abord, la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne faut pas confondre chiffrement avec codage. Tout à l'heure, je vais vous donner la définition de tous ces termes. Le codage,
n'a pas pour objet de cacher quelque chose. Hein. Par contre, on peut effectivement associer donc le codage avec un chiffrement, mais ce n'est pas la même chose. Et quand on parle de sécurité, quand ils parlent de codage, c'est une erreur si ce codage n'est pas associé donc à un chiffrement. Alors, simplement pour les dîners en ville, hein, il faut savoir un petit peu d'où ça vient, ces histoires de codage. Alors, j'ai pris un exemple qui est celui des sémaphores. Les sémaphores que vous voyez ici, c'est donc un moyen, disons, de traduire une lettre par un mouvement, avec un petit drapeau. La première ligne, les sémaphores ont été utilisés par un Français qui s'appelait Chappe. C'était donc en 1792 et qui a établi, tenez-vous bien, une liaison entre Paris et Lille, ça fait à peu près 200 km, pour transmettre des dépêches de la guerre entre la France et l'Autriche. Et le premier symbole d'un message pour Lille a traversé ces 200 km à travers 15 stations en 9 minutes. Évidemment, c'était extraordinaire. Mais ce n'était que du codage, c'est-à-dire qu'on se transmettait des gestes de station en station, à condition bien sûr de pouvoir se voir, mais ça a été la première, disons, tentative pour, disons, traduire en quelque sorte donc une lettre par des gestes. Et ça, maintenant, on va le retrouver dans pas mal de solutions donc, qui existent. Alors, un peu d'histoire. Quand je dis un peu d'histoire, c'est même beaucoup d'histoire, puisque je vous amène, tenez-vous bien, 2400 ans avant aujourd'hui. Il semble que l'histoire de la cryptographie, donc on va voir ce que c'est que la cryptographie, hein, ça remonte aux Grecs de Sparte, 404 avant Jésus-Christ, avec un système de bandes entourées autour d'un bâton. Ce n'est pas compliqué, il y avait 2 bâtons identiques. Et donc, si je voulais communiquer, mettons, avec un autre chef de guerre, il partait avec l'autre bâton strictement identique. Et quand je voulais donc lui envoyer un message, eh bien, j'enroulais une bande de tissu autour de mon bâton. Et j'écrivais donc sur le bâton, sur le tissu, j'écrivais le message en question. En enlevant le tissu hors bâton, quand je le déroulais, évidemment, ça ne ressemblait à rien, puisqu'il n'était plus lié donc, au bâton, donc ça ne voulait plus rien dire. Donc je donnais donc ce tissu à un messager qui l'emmenait de l'autre côté, et l'autre côté, mon correspondant qui avait donc l'autre bâton identique, réenroulait le bâton sur le tissu sur le bâton et pouvait donc lire le message en question. Alors, il semblerait, on n'est jamais trop sûr, vous savez, que ce soit l'une des premières tentatives, en tout cas, de cryptographie. Par ailleurs, tout le monde sait que Jules César communiquait avec ses généraux en effectuant des permutations de lettres. Alors, c'est ce que l'on voit ici sur ce dessin, sur ce schéma. On voit le cercle de César et c'était 58 avant Jésus-Christ. Donc, c'est très ancien. En fait, il suffisait simplement, c'était un cercle, il suffisait simplement de décaler donc le cercle extérieur, et donc on avait une correspondance entre les lettres, un décalage qui était fixe. L'avantage, c'est que si vous avez 26 lettres, vous pouvez imaginer factoriel 26 permutations. Alors, c'est quoi factoriel? Factoriel 26, ça veut dire 1 que multiplie 2 que multiplie 3 jusqu'à 26. Et ça vous donne à peu près 4 milliards de combinaisons différentes. Donc, si vous ne connaissez pas la correspondance de la lettre A, la correspondance de la lettre B, etc., vous allez y passer 100 millions d'années pour vous y retrouver si vous ne connaissez pas la clé. C'est comme ça que fonctionnait donc Jules César. Et il a fallu attendre le 9e siècle avec un arabe qui s'appelle Al-Kindi, un extraordinaire mathématicien, qui lui a résolu le problème de la détection de la clé utilisée par César. C'était un théorème, c'était une pratique, c'était un jeu mathématique, hein, en se fondant sur la fréquence d'apparition des lettres qui étaient différentes selon les langues, et il a proposé 7 méthodes pour chiffrer les messages. Et il a trouvé sa solution, donc à partir d'un message
mode César, on va dire, il était capable donc, de le décrypter. Une autre technique qui a été utilisée, que je vous montre ici également sur cette page, a été utilisée par un dénommé Blaise de Vigenère. C'était au XVIe siècle, c'était un diplomate au service des rois de France, et lui, il avait imaginé un système de permutation avec une chaîne de caractères de longueur libre. Alors, vous l'avez ici en bas à droite, regardez bien. Vous avez donc une phrase, la phrase c'est Le Marson, la meilleure référence informatique, on est bien d'accord là-dessus. Et puis, vous voyez sur la ligne qui est en jaune ici, vous voyez le mot Québec, K-Q-U-E-B-E-C, répété, Québec, Québec, Québec. Et donc, vous avez donc une correspondance qu'avait donc imaginé Vigenère, hein, donc on est au XVIe siècle, hein, entre, mettons, la première lettre L avec la première lettre du mot qui est donc la clé, qui est la lettre Q. Et la lettre Q dans l'alphabet, c'est la 17e lettre. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était donc décaler la lettre C, la lettre L de 17 et vous tombez donc sur la valeur que vous vouliez donc représenter. Vous faites la même chose donc avec U. La lettre E, c'est la 5e lettre donc de l'alphabet, plus la 21e lettre du U, ça fait 26, vous tombez bien sur le Z. Le M, c'est la 13e lettre de l'alphabet. Le E, le QUE de Québec, c'est la 5e lettre. 13 et 5, ça fait 18. 18, c'est la lettre R dans l'alphabet. Et comme ça, vous pouvez donc traduire Le Marson, la meilleure référence informatique, vous traduisez ça par C, Z, R, C, W, V, F, etc. Alors évidemment, si vous ne connaissez pas la clé, et la clé c'est Québec, tout est là. Et d'ailleurs, on commence déjà à voir poindre maintenant le fait que l'un des vrais problèmes en fait sur la cryptographie, ça va être de transférer comment transférer donc les clés d'une manière sécuritaire. Ce n'est pas tellement le document lui-même, c'est vraiment le transfert donc, des clés. Voilà donc encore un exemple. Puis il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu Babbage, donc le créateur, l'inventeur, dit-on, donc de l'ordinateur au XIXe siècle, qui s'était fondé sur la recherche de répétition. On a eu également la méthode Vernam, avec des clés aléatoires aussi longues que les messages. Les clés aussi longues que les messages. Et il faudra attendre le XIXe siècle avec l'Irlandais donc Shannon, qui démontrera en fait la validité du processus donc, de Vernam. On a également les chiffres de Templiers. On a, je vous montrerai également un peu plus loin donc, ceux des francs-maçons, les chiffres des Templiers. On a eu les coïncidences de Friedman. On a eu le carré des nihilistes au moment de la Révolution russe. Et puis bien sûr, donc Alan Turing et la machine Enigma. Alors regardez ce que j'ai représenté ici en bas. En bas, c'est l'alphabet, enfin c'est le chiffrement qui était utilisé par les francs-maçons. Et donc, ils utilisaient, la clé, c'était quoi? C'était 4 images, que vous voyez ici, 4 images. Et la clé, ça consistait à déposer donc les lettres de l'alphabet réparties dans ces 4 images. Alors, vous voyez, le A, il est positionné là, le D est positionné là, et chacune de ces images est constituée de quoi? Bien, ça peut être constitué d'un petit trait horizontal et d'un trait vertical pour le A. Pour le D, eh bien, c'est constitué d'un trait vertical, un deuxième trait vertical, un trait horizontal et un petit cercle noir. Et donc, la clé, c'est ça, c'est la répartition donc, des lettres dans les 4 images qui, d'ailleurs, bien entendu, on est chez les francs-maçons, avaient une notion symbolique, avaient une signification symbolique. Alors, pour traduire, par exemple, le Marson, avec l'écriture secrète donc, des francs-maçons, eh bien, le L, vous le voyez, c'est ici. Donc, vous voyez qu'il y a un trait horizontal, un trait vertical, un trait horizontal, et puis un cercle noir. Ici, pour le E, c'est simplement un vertical, un horizontal. Le M, c'est un horizontal et vertical. Et donc, en fait, le Marson traduit avec l'alphabet donc des francs-maçons, c'est ça. C'est ces dessins. La clé, cette fois-ci, c'est donc l'affectation des lettres dans les 4 schémas, les 4 dessins qui, encore une fois, ont une signification donc tout à fait symbolique. Et vous voyez également sur cette image, on voit un texte, c'est une lettre dans laquelle il y a l'utilisation d'un certain nombre de ces, disons, de ces techniques, on va dire, de chiffrement. Et vous voyez bien ici en bas,
vous voyez bien qu'on trouve la méthode des francs-maçons. Mais des solutions comme ça, vous en avez vraiment énormément. Alors maintenant, je voudrais, pour ne pas se tromper, donc, je voudrais parler de vocabulaire et des termes qu'il faut connaître. D'abord, alors, la cryptologie, ça, il faut vraiment bien comprendre cela, c'est la science du secret. Elle se distingue en cryptographie, qui est l'écriture secrète, et la cryptanalyse, qui est l'étude des attaques contre les mécanismes de cryptographie. La cryptologie donc, déborde de la confidentialité des secrets et s'intéresse aujourd'hui à l'authenticité des messages, c'est-à-dire le qui et à son intégrité. A-t-il été modifié ou pas? Ça, c'est la cryptologie, c'est la science qui recouvre tout. Pour assurer ces missions, la cryptologie s'appuie sur 4 fonctions. Le hachage avec ou sans clé. Encore une fois, on verra que le hachage et les clés, c'est 2 choses différentes. La signature numérique et le chiffrement. Donc, hachage avec ou sans clé, ça constitue 2 solutions. La cryptographie, elle a pour objet de développer des méthodes de codage de l'information de sorte qu'il soit difficile de la décoder si on ne connaît pas la clé. Et donc, ça, c'est donc la cryptographie. La stéganographie, c'est quoi? C'est le fait de cacher une information dans autre chose. Par exemple, dans une image, vous cachez un programme, ou vous cachez une autre image. Ou dans une vidéo, vous pouvez éventuellement cacher un programme ou une autre vidéo. C'est très utilisé par les pirates aujourd'hui. Quand vous téléchargez à un moment donné une image ou un fichier donc PDF avec une image dedans, il arrive que vous ne sachiez pas qu'en fait vous récupérez également donc des choses qui sont à l'intérieur. Je vais vous expliquer comment on fait. Ça s'appelle la stéganographie. Le chiffrement, c'est donc le procédé par lequel on rend la compréhension d'un document impossible à toute personne qui n'a pas la clé. Le déchiffrement, c'est l'opération inverse, mais je connais la clé. Déchiffrement, c'est je reviens à l'original parce que je connais la clé, ou la méthode pour le faire. On parlera de décryptage. Décryptage, c'est quand je veux revenir à l'original, mais je ne connais pas la clé. Donc, j'y vais en aveugle, par la force brute, par des attaques par dictionnaire. Je me débrouille et j'essaye de revenir à l'original, mais je ne connais pas la clé. Ça, c'est du décryptage. Par contre, le mot cryptage, ça ne veut rien dire. Il ne faut pas l'utiliser. De même que chiffrage. On peut chiffrer un bon de commande ou un devis, mais on ne l'utilise pas dans le monde de la sécurité. Donc, on ne crypte pas, on n'encrypte pas. L'ennui, si vous voulez, c'est comme en anglais, les choses sont beaucoup plus floues. Il y a 2 termes, donc cipher et encryption. C'est pas très clair, en fait, la distinction entre les deux. On dira que cipher, c'est l'algorithme qui est utilisé donc, pour chiffrer un message ou une donnée. Et encryption, c'est le process de conversion des données en se fondant sur l'algorithme donc cipher. Mais c'est moins précis, en tout cas, que ce que nous avons donc en français. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, vous l'avez vu comme moi, donc le chiffrement, il est partout. Il est partout, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je vous le disais en commençant, on est obligé de s'y intéresser. On ne peut pas faire autrement maintenant. Alors, on trouve ça, on a donc du chiffrement des disques durs, les cartouches magnétiques, la messagerie, les fichiers de données, etc. Vous avez un tas de solutions qui existent maintenant, sachant qu'il y a 2 manières de faire. Soit on fonctionne par le logiciel, avec le handicap, que ça soit quand même relativement long à faire, soit on le fait par matériel, c'est-à-dire par exemple votre iPhone, et que les données dans votre iPhone sont chiffrées, vous ne pouvez pas y accéder en clair, mais c'est le circuit qui est à l'intérieur de votre iPhone qui fait l'opération, ce n'est pas un programme. Donc il y a une distinction entre les deux. Et vous savez, ce n'est pas nouveau. Il y a 40 ans, on utilisait ce qu'on appelait des dérouleurs de bande magnétique. Et les dérouleurs, parfois, certains en tout cas, étaient équipés donc, de circuits qui chiffraient donc, les données avant de les reporter sur la bande magnétique. C'était dans le contrôleur de bande magnétique. Donc, on trouve maintenant le chiffrement des données absolument partout. Alors, il faut bien établir les choses. Parce que, vous voyez, on confond un petit peu chiffrement, on va vraiment définir les choses d'une manière précise.
Quand on parle d'intégrité, c'est ce qui est montré ici, c'est qu'on veut s'assurer qu'un fichier ou une information n'a pas été modifié par quelqu'un qui n'a pas le droit de le faire. Ça, c'est l'intégrité. Et on va se servir d'une fonction de hachage. Quand on va vouloir s'assurer de l'authenticité, donc être sûr de la personne ou de l'organisme qui est à l'origine de fichiers, on va se faire aider par la signature électronique, la signature étant le chiffrement par la clé privée de celui qui fait le travail de l'empreinte ou du hash. Mais je ne parlerai pas de signature électronique aujourd'hui, on ne parlera donc que du chiffrement. Et la confidentialité, ça c'est vraiment le jardin du chiffrement, où là on veut empêcher quelqu'un de lire et de regarder un document ou un fichier qu'il n'a pas autorisé à faire. Alors, vous savez, c'est donc le chiffrement, c'est donc la technologie qui permet de cacher quelque chose. Et il faut que vous sachiez quelque chose qui est assez étonnant, c'est que certains pays ont été très rigoureux dans ce domaine, et particulièrement les États-Unis et la France, qui avaient, on va dire, une législation qui était quand même assez insupportable. Sachez par exemple que pendant la guerre, vous direz, en plein conflit, pendant le conflit 39-45, quelqu'un qui faisait un chiffrement avec une clé non signalée au-delà d'une taille qui était de 40 bits, eh bien c'était peine de mort. Alors, ne discutez pas, peine de mort. Il a fallu attendre les années 90 pour commuer cet article de loi qui était perdu, on ne sait pas trop où, le traduire en 10 ans de prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains et les Français, entre autres, étaient très chatouilleux sur ce plan-là. Et ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir lire les messages qui étaient transmis, vous voyez, être informés et ne pas pouvoir décrypter un message qui pourrait avoir de l'importance, ça leur donnait des boutons. Et c'est pour ça que la législation a été épouvantable. Alors maintenant, bien entendu, le monde s'est inversé. Et maintenant, la législation n'arrive plus à suivre donc, les problèmes donc, de chiffrement actuellement, mais ça reste quand même un problème assez délicat. Alors, le chiffrement mathématique est clé. Donc, je vous le dis sur le principe, un chiffrement, c'est une transformation mathématique qui transforme donc un texte à l'aide d'une clé. On prend un texte, un document, un message, ce que vous voudrez, avec une clé qui est peut-être un document aussi, ça peut être une clé, on le transforme de manière à ce qu'il ne soit plus lisible. L'algorithme de chiffrement, on va le voir un peu plus loin, il peut être symétrique, asymétrique, ou il peut être mixte ou hybride. Bon, alors on dira par exemple, je vous montrerai dans un instant, qu'un algorithme qui sera donc symétrique, c'est quand on utilisera la même clé pour chiffrer et pour déchiffrer. Vous voyez, ce qui pose d'ailleurs un problème, c'est un problème parce que si vous voulez utiliser un algorithme de chiffrement symétrique tel que DES, eh bien, il faut que votre interlocuteur ait la même clé pour pouvoir déchiffrer. Et donc, c'est assez difficile à faire. Et donc, c'est ce que disait d'ailleurs Benjamin Franklin, qui disait que si deux personnes partagent un secret, pour garantir la pérennité du secret, il faut que l'une des deux soit morte. C'est assez précis. C'est ce qui est montré ici sur ce schéma, texte en clair. On utilise donc une clé et un algorithme de chiffrement pour aboutir à quelque chose d'illisible. Mais l'illisibilité, elle est quand même pas absolue. Tout dépendra des moyens de calcul que l'on aura de l'autre côté et puis aussi de la volonté que l'on aura pour décrypter. Alors, qu'est-ce qui va caractériser finalement un algorithme de chiffrement? D'abord, ce sera le type, symétrique, asymétrique ou mixte. Ça sera l'algorithme lui-même, c'est-à-dire sa complexité. Bien sûr, c'est pour ça que je vous montre un peu ce que fait donc l'algorithme DES. Par moment, c'est pas simple. C'est un peu comme des problèmes de compression de données. On tombe sur des algorithmes qui sont très, très délicats. La nature de la clé. La clé, ça peut être un document, ça peut être, vous voyez, c'est très varié. Donc, c'est cette clé. Donc, l'algorithme dépendra d'elle. La longueur des clés. Plus la clé est longue, plus normalement on est protégé contre certaines attaques. Je pense en particulier aux attaques par force brute. Si vous avez une clé sur 40 bits, 2 puissance 40 moins 1, c'est abordable pour les ordinateurs d'aujourd'hui. Mais si vous avez une clé sur 2048 bits,
Alors là, 2 puissance 2048-1, il va vous falloir tous les ordinateurs de la planète pendant 100 millions d'années pour arriver à vos fins. Donc évidemment, ça protège plus. Mais en fait, si vous voulez, la protection, la robustesse de votre algorithme, ça sera en fait un compromis entre la complexité de l'algorithme que vous utilisez et la longueur de la clé. C'est aussi le secret des clés. Hein, parce que vous pouvez également les chiffrer pour pouvoir les transférer. D'ailleurs, c'est ce que l'on fait avec le chiffrement mixte. Donc, vous voyez, chiffrement, c'est une opération mathématique qui se sert d'une clé pour traduire quelque chose qui est lisible en quelque chose qui ne lit plus. Voilà, c'est ça, un chiffrement, et ce n'est donc rien d'autre. Alors, ne confondons pas une clé avec le hash. Alors, voilà ici des clés. Ici, c'est dans le cas de RSA, donc utilisé dans le monde bancaire, vous avez deux clés. Vous avez une clé privée et puis vous avez une clé publique. Alors, vous voyez, c'est un truc qui ressemble à rien, hein, qui est ici. Hein. Ça, c'est une clé, donc qui va servir à chiffrer quelque chose. Le hash, c'est pas pareil. Le hash, lui, il caractérise, on dit qu'il symbolise un document par une opération mathématique qui lui fait correspondre une valeur binaire sur 128, 192, 256 bits, etc. C'est-à-dire, vous prenez un document qui fait, mettons, 2 gigaoctets, vous lui appliquez une transformation de hash MD5, ancien maintenant, plus récemment, donc SHA2, SHA3, vous faites correspondre à ce document qui fait 2 gigabytes, vous lui faites correspondre une succession binaire de, par exemple, 256 bits. Mais 256 bits, c'est beaucoup moins que le document d'origine. La caractéristique du hash, c'est qu'une fois que vous avez obtenu votre hash, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est impossible. Absolument impossible. Donc, vous voyez, on ne peut pas comparer la finalité finalement d'une clé avec celle du hash. Alors, je vous ai mis ici un exemple toujours pareil, hein, le Marson, la meilleure référence informatique, et vous avez ici l'équivalent, donc le hash qui a été calculé avec sur SHA2, donc sur 256 bits. Alors, vous voyez tous les chiffres qui sont ici. En dessous, j'ai rajouté simplement une virgule entre le Marson et la meilleure référence. J'ai rajouté une virgule. Je n'ai pas tout changé, j'ai mis une petite virgule. Et bien, vous voyez que le hash n'a plus rien à voir avec ce qu'il était auparavant. Alors, maintenant, vous pouvez dire, mais deux documents différents pourraient produire le même hash. C'est vrai. Mathématiquement, c'est faisable. Sauf que, alors ça s'appelle une collision. Sauf que la probabilité pour que ça se produise, elle est, mais alors, epsilonesque tendant vers zéro. Et ça n'arrive jamais. Ça pourrait arriver. C'est vrai que légalement, si on voulait utiliser, garantir en fait la robustesse d'un algorithme en utilisant en partie donc du hash, il y aurait toujours cette épée de Damoclès sur la possibilité qu'il y aurait donc d'avoir ces fameux doublons. Bon, alors voilà, il ne faut pas confondre les deux, hein, même si on va les utiliser donc conjointement. Alors, les méthodes que l'on va utiliser, elles sont ici. Alors, je vous les explique, et on va donc prendre, alors non pas les personnages que l'on trouve habituellement, moi je prends Steve à gauche et Bill à droite, bien sûr Steve Jobs et puis Bill Gates. Hein. Quand on est sur alors, suivez-moi bien, hein, parce que ça c'est vraiment important. Quand on est dans un chiffrement symétrique, ça veut dire que la même clé va servir à chiffrer et à déchiffrer. Bien. J'ai un document en clair. Mon algorithme de chiffrement, qui est ici, produit un truc qui ressemble à rien, c'est de la bouillie. Bien. J'envoie le document à mon correspondant qui est Bill ici. Alors lui, il récupère un document qui est donc chiffré. Il va utiliser la même clé pour déchiffrer et il va réobtenir donc le document en clair. Le problème, c'est que nous sommes actuellement une cinquantaine de personnes donc, réunies. Imaginons que nous voulions faire du chiffrement entre nous. Eh bien, il faudrait 50 fois 49 divisé par 2 clés différentes. Alors déjà, qu'avec une clé entre deux personnes, on n'y arrive pas. Alors, imaginez 50 fois 49 divisé par 2, ce que ça peut donner. Évidemment, garder le secret, c'est impossible. Le gros avantage d'un processus symétrique, c'est qu'il est très rapide. Alors, on va s'en servir après dans le chiffrement mixte, mais par contre, on va se méfier donc des problèmes de sécurité. Maintenant, il y a le chiffrement asymétrique.
Là, on est sur la deuxième possibilité. Steve veut toujours envoyer un document donc à Bill. Cette fois-ci, on a deux clés. Et je vous montrerai après comment elles sont calculées. Alors, on va surveiller ça d'assez haut. Hein. Donc, Steve veut envoyer un document en clair. Il va donc utiliser la clé publique de son interlocuteur. Si elle est publique, c'est que je peux la récupérer. La clé publique pour chiffrer le document. Parce que la caractéristique d'un chiffrement mixte, c'est que ce que vous chiffrez avec l'une des clés, vous ne pouvez le déchiffrer qu'avec l'autre clé. Si vous avez chiffré avec la clé publique, vous ne pouvez déchiffrer qu'avec la clé privée. La clé publique ayant pour vocation d'être visible partout dans un annuaire, alors que les clés privées, elles sont gardées précautionneusement dans les téléphones ou dans les ordinateurs. Donc, vous voyez, Steve va donc chercher la clé publique de son interlocuteur, il la récupère, il chiffre le document et il envoie son document chiffré. Bill est le seul au monde à pouvoir déchiffrer le document puisqu'il est le seul au monde à posséder la clé privée qui va avec. Et donc, il va déchiffrer le document. Cette technique-là est utilisée par des banques. Et donc, il y a donc deux clés qui sont calculées d'une manière assez sophistiquée. Le problème qu'a cette technique-là, c'est qu'elle est beaucoup plus sécurisée, c'est vrai, mais par contre, ça demande beaucoup plus de temps. Et on ne pourra pas appliquer donc des procédures asymétriques de ce type sur des documents très importants. Donc, on va essayer de jouer sur les deux. Et c'est ce qu'on fait avec la troisième solution, qui est donc ce qu'on appellera une technique donc hybride ou un chiffrement mixte, où là, on va utiliser les deux solutions. Alors, regardez bien, c'est fascinant ce truc. C'est ce qui est utilisé par PGP, Pretty Good Privacy, qui est maintenant d'ailleurs dans le domaine public. Alors, Steve, toujours pareil, veut envoyer son document, il est vraiment obsédé. Alors, il a un logiciel qui génère une clé aléatoire uniquement pour la session. Et donc, il va donc chiffrer en mode symétrique son document en utilisant cette clé. Et donc, il y a donc quelque chose, un document qui est illisible, qui est chiffré ici. Donc, son problème est le suivant. Comment faire pour envoyer la clé, puisque comme c'est du chiffrement symétrique, il faudra que le correspondant utilise la même clé pour déchiffrer. Bien. Et donc, comment envoyer la clé? Eh bien, c'est là qu'on va utiliser l'algorithme asymétrique. C'est-à-dire que pour envoyer la clé, je vais chercher la clé publique de mon correspondant, avec sa clé publique, je vais chiffrer la clé, très bien, je l'envoie, mon correspondant est le seul qui peut déchiffrer avec sa clé privée, donc il obtient la clé en clair, et avec ça, il va déchiffrer en mode symétrique. C'est comme ça que ça marche. Là, vous voyez, ce que l'on a fait ici, c'est que finalement, on a utilisé les bons côtés à la fois du chiffrement symétrique et du chiffrement asymétrique. Le chiffrement asymétrique m'a servi à envoyer donc les clés. Alors, vous direz, aujourd'hui, on fait beaucoup mieux. Mais voilà à quoi ça sert. Donc voilà quelques exemples donc, de chiffrement. Et quand vous savez ça, finalement, vous connaissez à peu près 95% des problématiques que vous allez rencontrer dans les problèmes de fédération d'identité. Finalement, ça revient toujours à ça. Donc, ce qu'il faut, c'est bien se le mettre dans le crâne, bouger les oreilles et que ça ne ressorte plus. Bon. Donc, ça, c'était les principales méthodes. Alors, je vous ai dit que… alors maintenant, vous allez voir deux pages qui sont des horreurs. Alors, si vous avez le temps, vous le regarderez. Le chiffrement, j'ai oublié de vous montrer le chiffrement symétrique, DES, non pas pour savoir réellement comment ça marche, mais simplement pour voir que c'est compliqué. Alors, je vous recommande simplement une chose, ça sera après peut-être de le refaire donc de manière un petit peu plus tranquille. Donc DES, l'origine c'était le projet Lucifer donc d'IBM qui avait été approuvé donc en 1978 par l'ANSSI sous le nom donc de DES, donc standard de chiffrement de données. Alors, vous voyez, c'est un chiffrement par bloc de 64 bits. C'est-à-dire qu'on prend un document et on le coupe en morceaux donc de 64 bits. Bien. L'algorithme consiste à effectuer toute une série d'opérations sur le texte à chiffrer. Alors, c'est des combinaisons, des substitutions, des permutations entre le texte à chiffrer et la clé, en faisant en sorte que les opérations puissent se faire dans les deux sens, puisque là, on est sur un chiffrement symétrique.
Donc, c'est toute une série d'opérations. La clé elle-même, elle est donc chiffrée elle est codée sur 64 bits et elle est donc constituée de 16 blocs de 4 bits qui sont notés K1 à 16. Hein. Bon, en fait, il n'y a que 56 bits qui vont servir. Et si vous suivez donc l'algorithme DES qui est représenté ici à gauche, eh bien, vous avez 4 grandes opérations. Vous avez d'abord le fractionnement du texte en blocs de 64 bits. Ensuite, vous avez une opération dite de permutation initiale des blocs. Alors, le 58e bit du bloc de texte de 64 bits se retrouve en première position, le 50e en deuxième position, etc. On découpe les blocs en 2 parties, gauche et droite. Et ensuite, on a une étape de permutation et de substitution qui est répétée 16 fois. Ça s'appelle les rondes. Bon, alors très bien. Et quand on a fini son travail, on recolle les parties gauche et droite pour aboutir à un mot sur lequel on va appliquer une dernière permutation dite initiale inverse. Ce n'est pas évident du tout. Pour bien comprendre comment ça marche, ce n'est pas simple. Mais mon objectif, c'est pas de. C'est pour ça que j'ai pris une solution qui était relativement ancienne. L'objectif, c'était de montrer que c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Alors, bien sûr, la plupart du temps, on va le voir à travers quoi? À travers donc, des API, on va voir ça à travers des logiciels. On ne sera pas nécessairement concerné par la mécanique interne. Mais bon, il n'est peut-être pas idiot de savoir où se trouve le moteur de la voiture de temps en temps, hein, et ça évite quelques surprises. L'autre particularisme que je trouve assez fascinant là-dedans, c'est le calcul des clés. Je viens de vous parler il y a un instant donc, du chiffrement asymétrique avec 2 clés, publiques et privées. Bien. C'est donc la mécanique donc RSA. Alors ça, il faut faire un rappel donc d'arithmétique. Dans une communication de type RSA, l'algorithme, pour calculer les clés, il choisit 2 grands nombres premiers. Donc un nombre premier, rappelez-vous, c'est un nombre qui n'est divisible que par lui-même ou par 1. Plus ces nombres premiers sont élevés, plus il est difficile de les casser. Sauf que ça va demander des ressources plus importantes. Alors, il y a des calculs qui se font. Alors, on calcule n qui est égal à p que multiplie q, on calcule z qui est p-1 que multiplie q-1. On choisit un nombre e qui sera plus petit que n, qui n'a pas de facteur commun avec z. Et c'est là qu'est le secret. Parce que pour pouvoir dire que E et N qui vont me servir dans le chiffrement n'ont pas de facteur commun, il faut que je puisse faire une décomposition en facteurs. Or, si je suis sur des grands nombres, on dit qu'on ne peut pas y arriver. Sur des très grands nombres, on n'y arrive pas. Par exemple, un groupement d'intérêt économique français, donc on appelle de cartes bancaires, il avait choisi donc un nombre, une clé, donc sur 96 chiffres. Et la banque ou le groupement était persuadé que personne au monde n'arriverait à décomposer ce nombre de 96 chiffres en multiplication de facteurs. Hein. Donc, personne n'était capable de faire une factorisation d'un grand nombre. Sauf qu'ils se sont trompés. Alors, on pourra rajouter également, vous pourrez le dire, hein, ensuite il faut trouver un nombre D, etc., etc. Bon, ce qui est important, c'est ça, c'est qu'en fait la sécurité et la force et la robustesse de l'architecture RSA, c'est qu'on utilise donc des grands nombres et qu'on se base sur le fait qu'on n'est pas capable de factoriser donc des grands nombres. Vous voyez, 8, c'est 1 que multiplie 2, que multiplie 4. 2 fois 4, 8. Ça, on a factorisé le chiffre 8, le nombre 8, avec 1, 2 et 4. Mais quand on tombe sur un nombre qui fait 96 chiffres, alors là, plus personne ne sait faire. Et les banques pensaient qu'on ne pourrait pas faire, sauf qu'elles se trompaient. Elles se trompaient. Bon. Et c'est pour ça que Serge Umpich, donc c'est que ce monsieur que l'on voit ici, avait utilisé donc, un logiciel japonais, il y est parvenu. Et il a montré qu'il était capable de factoriser les nombres, la clé publique entre autres, donc, qui était utilisée dans RSA par les banques. Et il a prévenu les banques en disant, vous voyez, attention, votre système n'a pas été cassé aujourd'hui, mais moi je l'ai cassé et j'ai acheté avec cette effraction, j'ai acheté 10 carnets de métro. Et c'est vrai, hein, il a acheté 10 carnets de métro. Sauf qu'on ne peut pas lui reprocher quand même d'avoir dévalisé la banque d'Angleterre, hein, c'est 10 carnets de métro. Mais ce qu'il voulait faire, c'était montrer
que le système des banques n'était pas sûr. Alors, l'erreur qu'il a sans doute commise, c'est qu'il a voulu négocier on va dire, c'est une invention. Il avait trouvé quand même le moyen de. Il fallait mieux protéger que ça. Là, la réaction des banques a été absolument stupide, et donc ils ont porté plainte. Il a été emmené devant les tribunaux et il a été condamné parce que le tribunal a dit qu'on n'a pas le droit de factoriser les grands nombres. Alors, écoutez, moi, ça me semble totalement ridicule. C'est comme si on disait à quelqu'un, vous n'avez pas le droit de faire une addition. Donc, c'est absolument stupide, ça. Heureusement, il a eu le sursis, mais enfin, ça montre bien que c'était, c'est pas sérieux, quoi. C'était pas sérieux. Bon, donc c'est le fameux problème de la factorisation des grands nombres et le calcul donc des clés. Les panoramas, alors, je voudrais vous emmener dans quelques instants vers quelque chose d'assez fascinant. Donc, vous allez voir sur les algorithmes quantiques. Alors, je vous ai mis ici un panorama de quelques algorithmes qui sont utilisés aujourd'hui, dans les années 2020. Vous avez AES, qui a été utilisé par BlackBerry et puis par IBM dans son système Notes, qui a été le successeur en fait de DES et puis de DES, de 3DES. En fait, 3DES, c'est la même chose que DES, sauf qu'il y a 3 opérations de chiffrement. Donc, ça améliore donc la robustesse, on va dire, de l'algorithme. On connaît également Blowfish, donc on a Cast 128 qui a été utilisé d'ailleurs par PGP, que je vous évoquais tout à l'heure. Il y a Twofish, il y a IDEA donc, qui est assez connu, il y a RC6 qui est un mécanisme symétrique, et puis vous avez RSA. En tout, vous en avez actuellement à peu près une bonne trentaine, mais tous n'ont pas la popularité de ceux que je vous montre ici, et vous trouverez donc en dessous de chacun donc de ces algorithmes une petite explication de ce que ça fait et même de ce que ça ne fait pas. Les logiciels de chiffrement, c'est pareil. Vous en avez aujourd'hui plus d'une centaine qui existent sur le marché. Alors, je vous en ai mis quelques-uns. Il y a beaucoup qui sont gratuits, qui sont proposés avec des API pour les intégrer dans vos programmes, d'autres qui sont accessibles en souscription, donc il faut payer quelques dollars ou euros. Ça vous permet de chiffrer des équipements qui sont liés aux terminaux, chiffrer les disques, chiffrer des SSD. Ça vous permet de traiter les problématiques de sécurité et de chiffrement, de confidentialité dans la messagerie, ce qu'oublie tout le monde. Le chiffrement des mots de passe, extrêmement important. Ça permet de chiffrer des vidéos de bout en bout et des outils de collaboration. La connexion que nous avons en ce moment, elle est en clair, parce que je pense que ce n'est pas nécessaire de chiffrer. Mais la solution Zoom que nous utilisons en ce moment peut être totalement chiffrée pendant le transport. C'est-à-dire que moi, j'ai une image que j'envoie, qui est en clair, tout est chiffré après, et quand ça arrive chez vous, eh bien, c'est déchiffré. On fait donc du chiffrement de bout en bout. C'est à mettre lorsque vraiment on en a besoin. Ça existe maintenant dans les outils de collaboration. Bon, ça permet également de chiffrer les ressources donc, dans le cloud. Ça permet de chiffrer donc, les bases de données et puis des fichiers. Alors, vous en avez une dizaine que je vous ai mis ici. En tout, il y en a plus d'une centaine. Vous avez IBM, vous avez le Endpoint de chez Symantec, vous avez Cryptos 2, vous avez Boxcryptor, vous avez le Endpoint Encryption donc de Trend Micro, etc. Sachez une chose, c'est que quel que soit votre problème, si vraiment vous voulez garantir la confidentialité d'une donnée ou de quelque chose, vous avez des solutions qui existent. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Ils ne l'utilisent pas. Et après ça, ils se plaignent donc d'avoir des pertes de données qui les gênent, ce que je comprends. Bon, maintenant, je m'attache donc à quelque chose qui est absolument fascinant. C'est le chiffrement quantique. Alors, le chiffrement quantique est mal nommé parce qu'en réalité, c'est une technologie qui ne chiffre pas l'information, mais qui permet de transférer les clés qui permettent de chiffrer les documents. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est un petit peu, au fond, une sorte de chiffrement mixte, comme on l'évoquait tout à l'heure, sauf qu'ici, on va utiliser les principes de mécanique quantique. Alors, quels sont-ils? D'abord, on va se fonder donc sur la lumière. La lumière, elle est constituée de photons. Le photon, c'est une particule de lumière qui vibre 10 puissance 14 fois dans toutes les directions. Bien. On peut polariser cette lumière, c'est-à-dire obliger le photon à vibrer dans une seule direction. On dit qu'on le polarise.
Et dans le cas du chiffrement quantique, on va utiliser la polarisation selon 4 directions, verticale, horizontale et penchée, à 45 degrés et à 135 degrés. Donc on va utiliser la polarisation. Autre notion qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le principe d'Heisenberg. Heisenberg est un grand physicien de la grande période, des débuts du siècle, du XXe siècle, a démontré que pour connaître les caractéristiques intimes des particules, telles que les photons, si vous les observez, vous les modifiez. Si vous les observez, vous les modifiez. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'utilise un chiffrement quantique en transférant les clés, en me servant donc de la polarisation, eh bien, si quelqu'un vient regarder, eh bien, il va le modifier et il ne trouvera pas les bonnes informations. Donc, ce sont deux notions donc il faut bien avoir en tête, hein. La polarisation et puis le fait que l'on va regarder quelque chose qu'on le modifie. Alors, regardez alors, je vous ai mis ici un exemple de chiffrement quantique qui est celui de BB84 qui remonte à 1984, c'est pas d'aujourd'hui, que l'on voit donc à Bennett et à Brassard, qui utilisent donc la polarisation des photons. Alors, c'est ce qui est montré ici en bas. Imaginez deux correspondants. Ce que je veux, c'est envoyer une clé qui aura servi pour chiffrer un document. Bien. Chacun des bits sera caractérisé par la polarisation du photon. Alors, vous imaginez un émetteur et vous imaginez un récepteur. Entre les deux, on va s'envoyer donc des photons. Je vais polariser mes photons au départ, soit horizontalement, soit verticalement, soit en biais, hein, en travers. Et donc, j'aurai 4 possibilités. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le correspondant doit connaître, parce que j'ai un codage, je peux utiliser, pour émettre mon information, une base dite verticale, où j'enverrai donc si c'est une base verticale, le correspondant saura détecter horizontale et verticale, mais il va se perdre et s'il récupère donc des valeurs donc penchées. Et de la même manière, une autre base qui elle, est faite pour détecter les valeurs penchées, eh bien, si elle récupère un horizontal ou vertical, elle ne va pas savoir de quoi il s'agit. Bien. Donc, on a un problème donc de base. Et le principe donc du transfert de clés quantiques, c'est ça. C'est-à-dire qu'on essaye, on s'envoie un certain nombre de photons qui ont été polarisés, qu'on essaye de détecter de l'autre côté, et puis on vérifie sur une partie de ce que l'on a envoyé si on s'est trompé ou pas, sachant que puisqu'on regarde ce qui a été modifié, je ne pourrai plus l'utiliser après. Mais par contre, je pourrais me servir, cette partie-là, je ne pourrais pas m'en servir pour la clé, mais je pourrais me servir du reste, parce que là, je connaîtrai la clé. Donc, alors c'est ce qui est montré sur ce dessin ici, hein. Bill envoie donc horizontal, vertical, vous voyez ici. Donc, pour l'émetteur Bill, c'est un 0 et ça c'est un 1, c'est relativement simple. Si mon correspondant Steve utilise donc la base dite verticale ici, là, il va les détecter. Puisque c'est horizontal ou vertical, donc il va les détecter. Il va détecter un horizontal, il va détecter un vertical. Donc il saura bien que j'ai un 0 ou que j'ai un 1. Par contre, à côté, Bill envoie une polarisation donc penchée. Et donc, en fonction donc de la base Y utilisée, ça veut dire un 1. Mais si Steve utilise donc la base dite X verticale, il ne saura pas. Il pourra déterminer que c'est une verticale ou une horizontale, mais ce n'est pas ça. C'est une valeur penchée qu'il doit obtenir. Donc, en réalité, le chiffrement quantique, ça va être ça. Bill va envoyer donc des valeurs 0, 1 représentées par des plans de polarisation, verticale, horizontale et penchée, verticale, horizontale et penchée. Steve va récupérer ça et donc il va donc détecter quelque chose. On va donc vérifier ce qu'il en est, et ça c'est la clé, hein. On va donc vérifier ce qu'il en est sur une partie de la clé. Alors là on s'est trompé, là on ne s'est pas trompé, et j'éjecte cette partie puisque je l'ai modifiée, puisque je l'ai regardée, et selon Heisenberg, je l'ai modifiée. Par contre, le reste, je saurai
la vérité, et c'est ce que j'ai montré ici. Donc la vérité ici, elle est en vert, hein, et puis la clé secrète qui aura donc été envoyée, 010105, c'est la clé réelle qui aura donc servi à envoyer, donc, à chiffrer donc mon document. Alors bien sûr, ça peut vous paraître un peu compliqué, mais je vous assure, c'est pas complexe. Hein. Refaites bien ce que j'ai montré ici, vous verrez. En fait, c'est relativement simple. Hein. Voilà. Simplement, il faut savoir ce que c'est qu'un plan de polarisation, et il faut donc, et puis mettre dans la tête donc les codages, et puis les deux types de bases qu'on pourrait utiliser, donc X ou Y, qui détectent horizontal, vertical et penché. Bon, ça, c'est le chiffrement quantique. Et je vous signale que cet algorithme de BB, donc 84, on le doit à un dénommé Eckert, qui était un professeur britannique, qui était né en Pologne, et qui est professeur de mécanique quantique, parce que, évidemment, on est dans un monde de mécanique quantique ici, et il était professeur à l'université d'Oxford, et chercheur en physique quantique et cryptographie. Alors, un autre élément donc, dont on peut dire deux mots, puisque nous approchons donc de la fin de cette présentation, le chiffrement homomorphe. Alors ça, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Le cloud pose un problème majeur. C'est qu'il ne garantit pas la sécurité. La seule manière d'assurer la sécurité, c'est de dire je vais chiffrer, avec un algorithme quelconque, des données qui sont portées par le cloud. Sauf que, si les données sont chiffrées, je ne suis plus capable de faire des traitements dessus en des temps acceptables. J'ajoute une cellule 2 dans Excel à une valeur 3, 2 et 3, 5, ça, je suis capable de le faire. Si je chiffre 2 avec un algorithme, j'aurai un fichier. Si je chiffre 3, j'aurai un fichier. Et là, je vais devoir faire la somme de deux fichiers. Et c'est ça qu'on appelle donc la possibilité de faire des traitements sur des données qui ont été chiffrées. C'est ça le chiffrement homomorphe. Mais vous comprenez bien que si on n'est pas capable de faire ça, ça veut dire qu'à un moment donné, on est obligé, pour faire des traitements, on est obligé de déchiffrer donc les données, on fait les traitements dessus et après on rechiffre pour garantir la confidentialité. Mais pendant un temps, pendant quelques microsecondes ou secondes, eh bien, les données sont vulnérables. Alors, comme il y a des robots qui sur la planète cherchent en permanence à détecter quelles sont les données qui sont visibles à un moment donné, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Ça fait des années que les grands chercheurs mathématiciens de la planète essaient de trouver une solution. Et IBM, qui est particulièrement brillant dans ce domaine, aurait récemment fait des progrès. Ce n'est pas encore rentré dans les mœurs, mais c'est la solution qui est montrée ici à gauche, avec des produits d'optimisation, le bootstrapping, BGV, enfin bon, ça c'est vraiment du détail, hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder plus à fond. Hein. Mais si on arrive à faire ça, ça voudrait dire qu'on pourra effectivement se servir du cloud et de faire des traitements sur des données chiffrées, ce qu'on n'est pas capable de faire maintenant, et c'est ça que l'on appelle donc le chiffrement homomorphe. Bien. Deux, trois petites choses pour terminer. Donc, ransomware. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une inquiétude que nous avons sur le fait que les criminels aujourd'hui nous font du demande de rançon en chiffrant nos données, hein, sur nos machines, avec des algorithmes que nous ne connaissons pas. Ce sont des algorithmes qui sont de plus en plus sophistiqués. Et je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, hein, c'est lié donc aux compétences mathématiques des gens que nous avons en face. Et donc, le ransomware devrait représenter en 2021 à peu près 20 milliards de dollars. C'est pas neutre, hein, en comptant la perte de production qu'il y a là-dedans. Sachez qu'actuellement, il y a le tiers des victimes qui payent une rançon. La stratégie devant ça, à mon sens, c'est qu'il faut être paranoïaque, faire des sauvegardes systématiques et ne payer les rançons qu'en cas extrême. Il faut vraiment être obligé de le faire. La tendance, c'est que les criminels envoient de moins en moins la clé qui a servi à l'attaque. Et donc, ne laissez jamais accessible dans votre réseau les plateformes de stockage telles que des NAS, par exemple, hein, ou des SAN, des disques. Il ne faut pas qu'ils soient accessibles sur le réseau, parce qu'à partir du moment où le criminel est dans le réseau, on est mort. Quelles sont les évolutions donc prévisibles post-quantiques pour finir? Donc, le chiffrement quantique ne sera pas exploitable partout. D'abord parce qu'on l'a bien vu, il a besoin d'émetteurs et de récepteurs optiques, de splitters, ce qu'on appelle des séparateurs de faisceaux.
ce n'est pas forcément évident à mettre en place dans un smartphone. Donc, il y aura quand même une limitation à l'usage du chiffrement quantique. Si l'ordinateur quantique, encore une fois, voit le jour, parce que je ne suis pas convaincu du tout de ça, on l'a dit, plus aucun algorithme ne sera incassable, donc il faut trouver autre chose. Donc on voit arriver une nouvelle génération, que vous avez dit tout à l'heure, qui est basée sur des concepts différents, ni quantiques, ni basés sur la factorisation, comme les algorithmes mixtes RSA. Alors fin 2016, donc, le NIST américain a lancé donc une consultation pour trouver donc un algorithme qui puisse résister aux machines quantiques, mais aussi aux superordinateurs scientifiques. Ils sont quand même extrêmement puissants. Alors, 26 algorithmes ont été proposés, qui sont classés en 3 familles. Les plus intéressants, c'est les systèmes à treillis, qui ne sont pas nouveaux, qui remontent à 1996. En fait, ce sont des algorithmes qui sont décrits dans des espaces, non plus à 2 ou 3 dimensions, mais à 100 ou 1000 dimensions. Alors là, on est dans des mathématiques encore plus abscons que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, mais apparemment, ça semblerait être une piste quand même très intéressante. On a une deuxième, on va dire, famille de solutions qui arrive, c'est l'analyse multivariée. Et puis la troisième, c'est des solutions qui sont dérivées des techniques de codification et de détection d'erreurs que l'on connaît depuis très longtemps. Alors l'algorithme retenu devrait être très rapide et fonctionner dans le web. Je pense entre autres, parmi vous, je sais qu'il y a Élections Canada. Si on veut un jour garantir la confidentialité, l'opérabilité, on va dire, des élections à partir d'un téléphone, il faudra quand même pouvoir monter dans le téléphone des moyens, disons, de chiffrement qui soient très robustes. Et donc, c'est pour ça que là, on est obligé de l'avoir. Il faut vraiment que l'algorithme soit accessible dans un smartphone, dans des capteurs ou des dispositifs simples, sans que les communications derrière soient ralenties. On sait très bien que mardi prochain, donc, il va y avoir les élections aux États-Unis. Il va y avoir déjà énormément donc, de contestations, ce n'est pas la peine d'en rajouter d'autres. Une autre évolution me paraît intéressante dans le futur, ça sera de fournir un meilleur contrôle des clés cryptographiques par les usagers eux-mêmes, avec l'objectif, quand ce sera nécessaire, d'empêcher les fournisseurs et les partenaires d'accéder en clair aux données utilisateurs. L'idée, c'est que ce n'est plus mon fournisseur qui a la maîtrise de la technologie chiffrement, mais c'est moi, utilisateur, qui en conserve l'usage, la maîtrise, et donc qui pourrait déchiffrer ou pas selon les besoins. On n'y est pas encore, mais ça devrait arriver. Bon, voilà ce que je voulais vous dire, donc je l'ai passé d'1 minute, vous pouvez m'en excuser. Vous avez donc, alors, cette présentation sera disponible donc, demain soir, comme d'habitude. Voilà donc les prochains rendez-vous. Alors la semaine prochaine, vendredi, ce sera sur l'utilisation des réseaux cellulaires, les grands réseaux cellulaires 4G et 5G, mais en privé. C'est très intéressant pour remplacer le Wi-Fi, Wi-Fi. Donc vous allez voir, ça va être quelque chose qui est en train de se répandre avec à la vitesse grand V, en particulier avec une initiative américaine qui est intéressante, c'est le partage des fréquences, de la technologie dite CBRS, le partage des fréquences dans un endroit donné, mais des fréquences qui sont attribuées à des opérateurs. Donc on verra donc ce qu'il en est. Ensuite, on parlera de certification et de diplôme, etc. Mais on aura donc le temps de reparler un peu plus tard. Voilà donc ce que vous... Alors bien sûr, ça a pu vous sembler un petit peu abscon, tout ça, mais disons que c'est... on ne peut pas parler de chiffrement, il faut au moins connaître ça. Avoir quelques idées sur ces sujets-là, savoir un petit peu l'arithmétique, parce qu'au fond, ce n'est pas vraiment des mathématiques, l'arithmétique qui est derrière. C'est vraiment le b.a.-ba, c'est le nécessaire. On ne peut pas aujourd'hui rentrer dans des projets qui intègrent des fonctions donc, de chiffrement si on n'a pas cette connaissance minimum. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et donc j'espère vous retrouver prochainement, fidèles, vendredi prochain. Bon courage et merci pour tout.